Très heureux de vous retrouver pour ce numéro du débat du dimanche qui va se focaliser sur l'attaque du camp de Sokolo dans la région de Ségou. Une vingtaine de gendarmes y ont trouvé la mort ce dimanche. On va également parler de cette première sortie du haut représentant du chef de l'État pour les régions du centre, le professeur Dioncounda Traoré, qui était face à la presse cette semaine. Et on va également aborder la grève des enseignants et cette marche pacifique cette semaine à Bamako. Des sujets qui seront abordés par nos invités, Maître Cheikh Marconaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelle Libération, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Tout d'abord, la réponse au jeu concours de la semaine dernière. On vous avait posé la question: qui était le premier chef d'état-major de l'armée au Mali? Plus de 500 réponses sur la page Facebook, mais moins de 10 bonnes réponses. Ils ont été seulement 9 à avoir trouvé la bonne réponse. Il fallait tout simplement répondre le capitaine Sékou Traoré. Beaucoup ont répondu Général Abdoulaye Soumaré. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas quelle explication donner à cela. Pourquoi on pense que... Oui. Parce que c'est lui le père de l'armée malienne. Donc, a priori, moi personnellement, j'ai dit Abdoulaye Soumaré, c'est quelqu'un après qui m'a rectifié. Le militaire, l'un des plus célèbres du pays aussi. Abdoulaye Soumaré, Kélétigi Drabo, ça c'est les premiers qui viennent à l'esprit quand on parle de l'armée malienne. Justement, on a ce décret du président du gouvernement, le président du conseil, le décret de nomination du capitaine Sékou Traoré. Voilà, le président du conseil du gouvernement qui décrète le capitaine Pinana Drabo est nommé commandant du bataillon malien en République soudanaise. Et article 2, l'état-major en République soudanaise se compose comme suit: le capitaine Sékou Traoré, chef d'état-major, le capitaine Tchemboko Konaté, le lieutenant Demba Diallo, le lieutenant Malik Diallo et le sous-lieutenant Boukari Sangaré. Le président du conseil, le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Voilà, c'est signé Modibo Keïta, président du gouvernement. C'est un décret du 31 août 1960. Voilà, les bonnes réponses, puisqu'il y avait 9 bonnes réponses, on a pris les 5 premières bonnes réponses sur la page Facebook, le débat du dimanche. Il s'agit de Tiga Rich King, un surnom. Modibo Samake, M. Moussa Touré, M. Fadjala Bagna et Amadou Gaussou Maïga qui ont répondu capitaine Sékou Traoré. Ils peuvent passer dès demain à Africa Blog Télévision pour leur cadeau. Ça, c'était pour l'histoire. On va revenir au présent. Le présent, c'est cette attaque ce dimanche du camp de Sokolo. Au moins une vingtaine de gendarmes ont été tués lors de l'attaque. Un raid intervenu aux alentours de 4 heures du matin. On dénombre côté assaillant également des pertes, une demi-douzaine selon certaines sources. Les opérations de ratissage se sont poursuivies toute la journée. Et présentement se tient à Koulouba le conseil de défense présidé par le chef de l'État. Makan Kone, un premier mot sur cette attaque du camp de Sokolo. Déjà, la tristesse, je veux dire, puis bon, présenter les condoléances à tous ces jeunes soldats qui à Sokolo, Indélimane, partout, meurent tous les jours pour sauver les drapeaux maliens, soutenir les drapeaux maliens. Et puis, c'est vraiment malheureux, quoi. Mais bon, continuer à encourager nos soldats et dire au gouvernement et tout de ne pas baisser les bras pour ce qui concerne le soutien à notre armée, à la population elle-même de continuer à soutenir notre armée et continuer à encourager les femmes et les dire que c'est une phase, forcément c'est une phase qu'on va dépasser obligatoirement et puis maintenant on aura une armée forte qui saura défendre nos frontières et tout, quoi. Alexis Kalambri. Oui, vraiment c'est à déplorer. C'est arrivé un moment où on avait quand même de l'espoir parce que juste avant on a quand même eu des attaques qui ont eu lieu avant, mais où l'ennemi avait été mis en déroute. Donc, on pensait que désormais, il y avait un retournement de situation, mais on comprend également que, disons,
les djihadistes se concentrent sur Sokolo. En tout état de cause, c'est vraiment triste et c'est à déplorer, mais oui, surtout que ça vient à un moment où on commençait vraiment à reprendre du poil de la bête. Je présente mes condoléances aux familles des victimes et je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Je souhaite qu'une telle tragédie se raréfie. Voilà. D'accord. Bon, moi, c'est l'endroit de... Évidemment, ce qui frappe d'abord, c'est l'attachement des populations à son armée. Vous avez vu sur les images que les populations de Sokolo ont porté secours aux blessés avant l'arrivée du renfort. C'est quelque chose qui m'a frappé. Mais la situation géographique également, Sokolo, c'est la dernière localité que vous voyez avant de voir la frontière... La frontière mauritanienne. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de l'armement dans ce camp-là, on en reparlera tout à l'heure. Et donc peut-être qu'il faut à l'avenir faire un meilleur maillage du territoire national avec probablement les voisins, puisque vous avez la forêt du Ouagadou qui est dans la zone, et il faut mieux coordonner les choses, parce qu'à la frontière, c'est toujours entre deux pays. Oui, mais Mogakone, c'est la première attaque d'envergure dans cette localité, après celle de Nampala, qui a été très très macabre. Est-ce que les djihadistes ne sont pas en train de changer de stratégie? Ils nous avaient habitués à la zone des 3 frontières vers l'Est, et aujourd'hui ça se déporte vers l'Ouest. Qu'est-ce qui explique selon vous ce regain de violence au niveau de la frontière avec la Mauritanie, puisqu'on était habitué à voir ce type de scénario au niveau de la frontière Mali, Burkina Faso, Niger, mais cette fois-ci c'est la frontière avec la Mauritanie. Moi je ne sais pas, mais j'ai quand même, mon analyse est que sur les 3 frontières, en fait, est plus actif l'État islamique pour le Grand Sahara. Mais cette zone, c'est la zone un peu de Koufa et d'Iyad, à ma connaissance. J'ai vu une revendication sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. Apparemment, c'est les Génimes qui revendiquent l'attaque de Sokolo, c'est à confirmer. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je sais quand même qu'il y a un peu d'Iyad derrière ça, et qu'Iyad a toujours évolué sous la lisière, ou même à la lisière ou dans la forêt du Ouagadou. Maintenant, moi, c'est ce que je vais dire, peut-être que ça peut aussi s'expliquer par le fait que la France et le G5 Sahel a décidé de concentrer ses forces, et ça c'était même un peu dangereux, pas très stratégique à mon avis, ses forces sur la zone des 3 frontières. Peut-être que cette zone est un peu, comment on dit, la nature ayant horreur du vide, cette zone est un peu délaissée. Ils ont peut-être vu une porte où ils peuvent faire des choses, peut-être qu'ils se sont engouffrés dans cette brèche et puis nous faire des... Mais peut-être, moi je crois que c'est la présence même de la forêt du Ouagadou, il faut y réfléchir. Cette forêt, elle nous sert à quoi fondamentalement? Je crois que, est-ce qu'elle doit rester comme telle? Peut-être qu'on va en parler également. Est-ce qu'il faut bombarder la forêt de Ouagadou? En fait, ceux qui l'ont vu, c'est pas la forêt du Ouagadou ferait peut-être le quart ou le tiers de la France, c'est pas une petite zone, c'est vraiment une forêt qui fait frontière justement entre le Mali et la Mauritanie, et qui est et c'est par là que j'explique justement ce retour vers cette zone, parce que pendant longtemps la zone de Ouagadou a servi et continue à servir de refuge. Chaque fois qu'il y a eu des incursions et des patrouilles dans la zone, on a découvert des caches ou même des djihadistes qui étaient en repos. Donc de plus en plus l'armée se déployant dans la zone, il y a beaucoup de patrouilles entre Sokolo, Nampala et avec Nyono. Donc, de plus en plus, les djihadistes sont traqués et ont besoin d'une ouverture. Je pense que c'est ce qui explique d'abord l'attaque de Sokolo, et ensuite le fait que ça soit même un peu la prévôté qui a attaqué. Alexis me fait sourire parce que, comme si elle est à la forêt du Ouagadou, je suis le seul à être allé là-bas en reportage. À l'époque, c'était le colonel Gaston, c'était Souatété qui m'avait accompagné. Donc Alexis, tu ne racontes pas trop ce que tu ne vois pas. Tu as été à 20 km de Ouagadou, mais tu n'es pas allé dans là. C'est ça il faut dire. Tu étais avec Yad? Non, pas du tout, je suis allé avec le colonel Gaston. J'étais avec l'armée malienne à l'époque. J'étais avec l'armée malienne. Donc en fait, je pense que d'abord, on fait quand même une erreur en disant l'État islamique, c'est aux 3 frontières, AQMI, c'est à tel endroit.
c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ça, c'est évident. Il y a, en matière de doxa, de doctrine, l'État islamique veut créer un État. Alors que les djihadistes de Al-Qaïda au Maghreb islamique, d'Al-Qaïda, de Yad, disent, nous, ce que nous voulons, c'est l'application de la charia. Voilà la différence, les deux, sinon c'est le même ennemi, les mêmes méthodes. Je pense que c'est une erreur de dire, là, c'est l'État islamique, là-bas, c'est la même chose, et ils se téléphonent, ça. Quand on les attend de ce côté, ils disent, bon, on nous attend de ce côté, nous allons attaquer de ce côté. Je pense qu'il y a un peu de stratégie dans cela. Mais Sokolo, c'est vrai que c'est le dernier verrou avant la frontière mauritanienne. Et que probablement en attaquant Sokolo, ils veulent un vide de ce côté-là pour mener leurs affaires entre guillemets. Donc je pense que c'est peut-être probablement une attaque stratégique qu'ils ont voulu, mais surprise en même temps, puisque ça se renforce de l'autre côté, ils ont peut-être voulu dire, mais vous renforcez de l'autre côté, vous allez voir, nous pouvons attaquer de notre côté. Maître Konaré, qu'est-ce qui explique l'accalmie, puisqu'il y avait plus ou moins une accalmie dans la zone depuis Nampala? Est-ce qu'elle était due à la nouvelle posture de l'armée malienne ou tout simplement au fait que les terroristes, les djihadistes voulaient faire endormir tout le monde et soudain aujourd'hui on se réveille avec ça? Non, j'estime que l'attaque d'aujourd'hui est une réponse au sommet de Pau. Après Pau, nous avons trop communiqué. Peut-être pour faire de la propagande. Nous avons décrit notre stratégie à l'avance. Nous avons fixé publiquement notre cible, c'est-à-dire la zone des 3 frontières. Les terroristes ont répliqué. Si vous voulez attaquer, concentrer vos efforts sur la zone des 3 frontières, il y a aussi la zone de Sokolo, il y a la forêt du Ouagadougou, il y a la frontière mauritanienne. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que les forêts qui sillonnent ces zones-là, que ce soit dans la zone des 3 frontières ou que ce soit au niveau de la frontière mauritanienne, ces forêts servent de refuge naturel aux terroristes. Ils y cachent leur arsenal, ils y cachent leurs alliés, leurs troupes, etc. Et donc, quand vous annoncez que vous voulez prendre le contrôle de ces forêts, c'est comme si vous déclarez ouvertement que vous allez priver les terroristes de tout refuge. Ils prennent donc leur courage à 2 mains et ils frappent, n'est-ce pas, à titre préventif, pour que justement il n'y ait pas d'accumulation de force les empêchant de gagner leur refuge et de se mouvoir à leur guise. Okay, oui, je pense que la bonne question à ce niveau serait quand est-ce que des engagements n'ont pas été tenus. Parce que si vous suivez depuis un certain temps, effectivement, il y a de l'accalmie. Et ce n'était pas fortuit parce que à un moment donné, on avait réussi à prendre langue avec des gens. Mais subitement, puisque tout est devenu public, puisque sous la poussée de l'opinion, on a été obligé de dévoiler ce qu'on faisait en douce, certainement que ça a fait, disons, capoter des choses et des engagements. Et voilà, c'est peut-être la bonne explication. Et il y a peut-être un plan, vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a une tentative d'attaque d'une prison à Nyono. Donc aujourd'hui, on sait que ce sont des présumés djihadistes qui avaient mené l'attaque pour libérer des prisonniers. Ça a échoué, puisque l'armée avait réagi. Maintenant, ils attaquent dans la même zone, parce que nous sommes toujours sous Mopti, nous ne sommes pas dans la région de Mopti, donc comme j'ai entendu, c'est dans la région de Ségou. Ils attaquent à Sokolo, c'est aussi peut-être pour se venger par rapport à Nyono. Mais une pierre, 2 coups ou plusieurs coups, c'est aussi pour dire, ce verrou de Sokolo mène vers la Mauritanie, ça nous empêche de nous mouvoir, il faut forcément qu'on fasse quelque chose. Mais si vous voulez aller plus loin, et j'en aurais terminé, après le deuil, la compassion, il faut se poser des questions. Dans le camp de Sokolo, il y avait de l'armement. C'est-à-dire que nos troupes n'étaient pas des troupes démunies. Est-ce que le renfort est arrivé à temps? Est-ce que les gens qui ont attaqué à moto nous ont surpris? Est-ce que le dispositif aérien a véritablement fonctionné? C'est-à-dire qu'après le temps de deuil, il faut se poser ces questions pour dire, est-ce que nous n'avons pas aussi de notre côté des responsabilités à assumer face à l'ennemi, surtout que la nouvelle doxa, la nouvelle doctrine de l'armée malienne, c'est de dire,
nous ne resterons plus dans les camps, nous allons à l'offensive. Donc il faut pouvoir, de mon point de vue, après le deuil, se poser ces questions. Oui, se poser ces questions. Makan connaît, le camp, c'est à 85 km de la frontière avec la Mauritanie. Est-ce qu'on n'est pas dans l'un des défis également du G5 Sahel? On assiste à des patrouilles conjointes le long des frontières Mali, Burkina, Niger. Mais il y a une armée qu'on sent moins, il y a un pays qu'on sent moins dans le G5 Sahel. C'est un peu la Mauritanie. Est-ce qu'il ne faudrait pas également des patrouilles conjointes armée malienne, armée mauritanienne, le long de cette zone-là, de la forêt du Ouagadougou? Absolument. Le G5 Sahel, d'ailleurs, c'est fait pour ça. C'est pas pour rien qu'on a autorisé des poursuites dans les frontières respectives. Sur 100 km, c'était 50, on a ramené à 100 km. C'est pour cela, pour répondre à votre question, effectivement. Et on ne sent pas le G5 Sahel. C'est d'ailleurs l'une des raisons également de clarification à Pau. C'est pour redynamiser un peu plus le G5 Sahel et puis pour que tout le monde puisse se mouvoir dans la frontière de l'autre pays et qu'on puisse véritablement chasser les terroristes. Maintenant, par rapport à la forêt du Ouagadougou, moi je crois que c'est aussi simple que ça. Tout le monde sait, comme vient de le dire Maître Konaré, tout le monde sait qu'il y a des terroristes qui vivent, il y a des trucs là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas à cette forêt? Et si elle ne sert qu'à héberger des terroristes, à les permettre de nous attaquer et tout, ça c'est une question de stratégie pure et simple. Nos territoires nous appartiennent. Pourquoi est-ce qu'on ne rase pas ces forêts pour qu'il n'y ait plus de terroristes pour nous attaquer tous les jours? Maintenant, vous avez parlé d'accalmie pour terminer. Mais je crois qu'il ne faut pas trop confondre les attaques terroristes en tant que telles et l'accalmie entre attaques je dirais pas, non, excusez-moi, c'est-à-dire attaque des populations dans la zone de Mopti. Par rapport à ça, il y a de l'accalmie. Mais je crois que pour les attaques, pour ce qui concerne les attaques terroristes, il n'y a jamais eu d'accalmie en tant que tel. Chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils attaquent, ils se retirent dans la forêt du Ouagadougou, dans un autre pays et tout. Il faut que nous soyons sur la défensive pour exceller dans le même sens que Serge vient de le dire. On a des équipements, mais pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas? Pourquoi on ne va pas dans la forêt du Ouagadougou? Pourquoi nous n'attaquons pas les terroristes? Nous attendons à ce qu'ils viennent. Pourquoi nous ne détruisons pas leur terroir et leur sanctuaire et tout? Oui, il y a un conseil de défense présentement. Maître Konaré, selon vous, à quoi faudrait-il s'attendre à l'issue de ce conseil de défense? Un changement de stratégie, de positionnement, de posture? À quoi pourrait-on peut-être s'attendre? Moi, je crois qu'il y a eu un sommet de clarification à Pau. On devrait convoquer un sommet de clarification à Bamako. Pourquoi faire? Pour demander à la Mauritanie de clarifier sa position. La Mauritanie n'est jamais attaquée. Elle sert de refuge à tous les terroristes au même titre que Kidal. Elle prétend être membre du G5, mais personne n'a jamais vu ses troupes en action. Je ne crois même pas qu'elle ait accepté de faire partie de la MINUSMA. Alors ce pays me paraît extrêmement suspect. Il faut qu'elle vienne, et il faut que la Mauritanie vienne clarifier sa position. Ce sommet devrait être convoqué à Bamako, et à mon avis, le Conseil de défense d'aujourd'hui devrait y réfléchir. Et de surcroît, je voudrais terminer en disant que les forêts où se réfugient ces terroristes-là sont inaccessibles par le sol. Il faut forcément une aviation. Et je ne crois pas que le Mali ait une telle aviation d'attaque. Comment les terroristes y accèdent? Ils n'ont pas d'aviation, ils ont des motos. Et ils prennent position. Ils prennent position nuitamment. Et ils y sont depuis des lustres. Et pourquoi nous, on n'appelle pas des motos pour entrer dans cette mais il faut tenter voir. Oui, c'était exactement ce niveau pour dire que la forêt, ce n'est pas une zone plane où on peut, à la limite, vous avez des zones inaccessibles par la voiture, par beaucoup de moyens conventionnels. Donc justement, c'est là où je partage le point qu'il faut qu'on réfléchisse de plus en plus à adapter nos moyens de lutte aux réalités du terrain et à l'ennemi en face. Parce que oui, il faut certainement plus de patrouilles, il faut plus d'engins. À défaut des motos, on peut trouver les cadres qui sont également assez pratiques pour ces zones-là. Vous parlez de conseil de défense. Bon, on n'est pas là-bas, donc on peut savoir un peu ce qui s'est passé à la fin. Je crois que c'est terminé parce que ça devait commencer à 17h, d'après ce qu'on avait dit.
mais c'est sûr que le président de la République, il y aura un communiqué, mais c'est pas tout ce qu'ils disent en Conseil de défense qu'on dit à la presse. Il y aura un communiqué pour condamner cela, le président va donner des instructions, il y aura peut-être des sanctions, puisqu'il avait déjà promis des sanctions. Voilà, donc le problème, c'est de rêver, de changer de stratégie aux frontières, parce qu'on ne se bat pas aux frontières d'un pays comme à l'intérieur d'un pays. Ok. Deuxième thème de ce débat du dimanche, pour rester plus ou moins autour du même registre, c'est la sortie du professeur Dioncounda Traoré, le haut représentant du chef de l'État pour les régions du centre. Il était face à la presse cette semaine, le professeur Dioncounda Traoré, qui dévoile ici, qui lève le voile sur la stratégie qu'il entend déployer pour amener la stabilité dans ces zones-là. Nous sommes donc mis au travail avec comme premier objectif de comprendre, malgré le brouhaha ambiant, les vraies raisons de la crise qui sévissait dans ces zones dites du centre et qui risquait à terme de porter atteinte à l'existence même du Mali. Cela a déjà été dit. Un médecin qui pose un mauvais diagnostic et qui procède à l'ablation, disons, d'un gros orteil pour un malade qui a une pneumonie n'a absolument aucune chance de le guérir. C'est pourquoi nous avons invité, reçu et écouté à ce jour près de 500 personnes, maliens ou étrangers, intellectuels, cadres, religieux, politiques, ressortissants ou non des zones concernées, organisations, associations, groupes civils ou armés, partenaires africains ou internationaux, Nations Unies, Union européenne, des structures africaines et internationales spécialisées dans l'étude des crises de toutes sortes. Voilà, en préparant l'émission, on s'est posé beaucoup de questions s'il fallait commencer par cette conférence de presse du professeur Dioncounda Traoré ou l'attaque de Sokolo. Mais Alexis Calambri, est-ce que le haut représentant du président pour les régions du centre peut amener plus ou moins la stabilité tant recherchée au niveau de ces localités-là, empêcher, sinon anticiper l'attaque, par exemple, du camp de Sokolo? Oui, il aurait pu quelque part, parce que son rôle, justement, comme il l'a dit lui-même, c'est de parler avec tout le monde, c'est d'être ce fil d'Ariane capable d'amener tout le monde à se parler, à comprendre ce que les uns et les autres veulent et à aller vers un minimum consensuel. À la limite, peut-être que son pas est trop lent, peut-être que sa démarche n'est pas la meilleure, mais en tout état de cause, je pense qu'il peut faire des résultats. Makan, sur la première sortie du professeur Dioncounda Traoré? Moi, je crois que si le représentant du chef de l'État n'a pas encore compris les raisons de la crise au centre, là, c'est très, très inquiétant. C'est pas compliqué, la crise au centre, c'est l'absence de l'État, c'est l'injustice, c'est tout, quoi. Donc, tout le monde doit savoir que c'est ça. Au départ de la crise au centre, c'était les éleveurs contre les cultivateurs. Tout le monde le sait, lui, il était, je crois, député ou tout. À l'époque, on a dit, les gens, ils allaient se plaindre dans la justice. On tranchait mal les litiges entre cultivateurs et éleveurs. Ça, c'est connu de tout le monde. Tout est parti de là. Et après, les gens ils se sont armés. L'État a commencé à abandonner les terrains. Ils se sont installés. S'il n'y a pas d'État, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'abord se battre pour la présence de l'État. Après, il a parlé de peut-être qu'on va en venir d'envoyer des émissaires. Je crois qu'il a eu sa réponse avec l'attaque de Sokolo. Les gens lui ont répondu qu'ils ne veulent pas de négociations. Et puis on ne négocie pas avec les terroristes, parce que nous, qu'est-ce qu'on a à les proposer, les terroristes? Et Serge l'a dit, déjà, ils veulent l'application de la charia. Qui peut aller les dire, écoutez, vous avez votre charia, qui peut aller dire aux autres, vous avez votre État islamique? Donc, ce qu'il doit faire aujourd'hui, je crois, c'est se battre pour la présence de l'État et renforcer notre armée. C'est notre outil de défense, à mon avis. Oui, Maître Konari. Je m'interroge d'abord sur le rôle véritable du haut représentant du chef de l'État pour le centre. De quoi est-il chargé véritablement? Quelle coordination y a-t-il entre son action et celle des ministères créés pour gérer les problèmes de la nation? Quelle
coordination y a-t-il entre son action et celle, par exemple, du ministère de la Défense ou du ministère de la Sécurité? Je l'ai entendu dire qu'il a envoyé des émissaires aux chefs terroristes Amadou Koufa et Yada Gali. Est-ce que le gouvernement a accepté cette discussion? Parce qu'officiellement, je crois savoir que le gouvernement s'interdit, comme Magal le dit, de discuter avec les terroristes. Maintenant, ma position personnelle est qu'il faut justement discuter avec les terroristes. Parce qu'en vérité, il n'y a au Mali que des terroristes. Les terroristes ou les djihadistes? C'est important de préciser. On parle de djihadisme, mais moi je récuse ce mot parce que le djihad, c'est une violence réglementée par le Coran et la Sunna. Iyad et Koufa, par exemple, revendiquent être des djihadistes. Moi, je conteste l'utilisation du mot djihad partout où il y a cette violence. Il y a plutôt du terrorisme. Maintenant, ce terrorisme nous plonge dans la violence. Ceux qui nous plongent dans la violence, c'est avec eux qu'on doit discuter. Et surtout, il ne faut pas faire le distinguo entre ces terroristes et les rebelles. Parce que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Okay. Alexis, tu as tout à l'heure parlé d'un rôle de fil d'Ariane. J'avais oublié cette expression. Moi, je rêvais de le voir M. Dioncouna Traoré en grenadier voltigeur. Donc, au représentant du chef de l'État. Mais il y a un problème de clarification à son niveau. Si on n'a pas la clarification, on ne peut pas évoluer. Au représentant du chef de l'État, il y a une autre structure dirigée par le ministre Gaussou Diarra, qui fait un excellent travail sur le terrain, avec peu de moyens, qui est très en avance. Quel est le rôle de chacun? Ensuite, il y a la carte Amadou Toumani Touré, qui est là, qu'on a brandi récemment. Le président lui a dit, on va vous confier une mission, il est prêt à travailler le centre. On sait qu'entre Amadou Toumani Touré et Dioncouna Traoré, si vous leur offrez des billets d'avion pour la même direction, il y a un qui ne va pas partir. Donc forcément, entre les deux, ce qui est important, il y a l'ancien Premier ministre Django Sissoko, qui est un calcédra, qui est un calcédra de l'administration, qui sait où il va, donc qui s'entend avec les deux. Donc il faut une clarification. En plus, pour terminer, monsieur Dioncouna Traoré, que j'aime bien, a fait un faux pas, parce que ce qui est resté de sa conférence de presse, c'est qu'il a envoyé des émissaires à Yad et à Koufa, comme si c'est ça qui allait régler la question. C'est-à-dire que le lead... Et ça, c'est très important quand vous vous présentez pour présenter une structure, c'est ce qu'on va retenir. Comment peut-il dire, j'ai envoyé à Yad des émissaires? En plus, on sait maintenant avec précision que les premiers qu'il a envoyés n'étaient pas les bons et qu'il est sur une deuxième piste. Mais on l'a connu, je dirais, plus diplomate que cela. Donc, il faut une clarification. Je sais que cette semaine, ils doivent rencontrer, après avoir rencontré la presse, ils doivent rencontrer le gouvernement, et que ça va être rapide, cette fois-ci il n'y aura pas de questions-réponses, et que là il devrait pouvoir préciser sa pensée. Qu'est-ce que je suis venu faire exactement? Des gens comme Serge qui n'étaient pas à la conférence de presse n'ont rien compris parce qu'ils sont tarés. Moi je suis mathématicien, je vais l'expliquer. Alexis aussi n'a pas compris, Tangara n'a pas compris. Je l'explique comme on explique à des élèves. Parce que là il a fait une sortie ratée pour un premier point de presse. Alexis, oui, alors c'est qu'il y a, pour moi son rôle c'est de faire justement ce que l'État ne peut pas faire officiellement. Dans ce moment, on ne le dit pas officiellement. Voilà. Et les erreurs qu'il a commises, parmi les erreurs qu'il a commises justement, c'est, lui il n'est pas seul dans ce cas, c'est de se laisser dicter la conduite par l'opinion publique. Aujourd'hui, l'opinion publique dit qu'il faut parler avec les djihadistes. Moi, je suis d'accord qu'il faut parler avec les djihadistes. C'est des Maliens. Dans tous les cas, je ne vais pas le suivre sur son terrain. Il est libre de choisir. Je choisis. Alexis, moi, je les appelle. C'est une résolution du dialogue national. Tout à fait. Le gouvernement n'a pas eu le courage de mettre à la une. Ou de dénoncer. Ou de dénoncer. Voilà. Donc, les djihadistes là sont des Maliens. Ensuite, militairement, on n'a pas pu les vaincre. On ne peut pas rester là. C'est vrai qu'ils ont des revendications, mais on peut considérer leurs revendications comme une base de négociation. La preuve, si vous regardez 2012, après la chute des régions du Nord, les gens étaient plus, avaient plus de sympathie pour les djihadistes que pour les irrédentistes. Les indépendantistes, oui. Et jusqu'à présent, c'est le cas, parce qu'à la limite, ils ont des revendications
dont on peut discuter. On a un minimum en commun. Mais l'erreur fondamentale de ce point de presse, c'est de dire publiquement ce qu'il veut faire ou ce qu'il a fait, et on n'avait pas besoin de savoir. Et du coup, je me suis dit, on le dit plus pour ne pas réussir, surtout qu'on sait déjà que toute cette position fâche nos partenaires, fâche ceux qui nous aident. Donc, je me suis dit, le président Dioncounda n'est pas tombé de la dernière pluie. Est-ce qu'il n'a pas fait exprès de le dire justement pour que ça ne marche pas? Oui, Magankone, Alexis a parlé de rôle de fil d'Ariane. On peut ajouter un second rôle, une autre expression, toile de Pénélope. Hein, ce que font les milices dans cette région-là. On a vu cette semaine Djungani, on a vu également Gossi. Est-ce que les efforts qu'il est en train de faire, le professeur Dioncounda Traoré, ne sont pas en train d'être peut-être désavoués sur le terrain par ces milices-là qui sont en train de saper tous les efforts que le haut représentant pourrait entreprendre? Qu'il pourrait. Moi, sinon, je n'ai pas vu ce qu'il a entrepris d'abord, parce que je crois que ça, c'était sa première action, c'est la conférence de presse, et l'envoi des émissaires, une première mission, échec à Iyad et Koufa. Mais c'est vrai que s'il ne s'y prend pas tôt, heureusement d'ailleurs qu'il y a déjà des gens sur le terrain qui travaillent sur ça, s'il ne s'y prend pas tôt, lui et tous ceux qui sont chargés de cette crise au centre, après le travail que le Premier ministre a fait, qu'il faut aussi saluer quand même, qui explique un peu l'accalmie, la petite accalmie qu'on a sur le terrain, il faut avoir le courage de le dire quand même. Maintenant, si les autres qui sont officiellement chargés, leur mission c'est ça, c'est-à-dire le ministre Gaussou Diarra, Dioncounda, le ministre de la cohésion sociale, dont on ne parle pas beaucoup, ATT aussi, les DDR également, Zahabi également, et Poudjougou, je crois, dans une moindre mesure, s'ils ne s'y prennent pas tôt, comme je l'ai dit il y a un instant, la nature est à horaire de vide. Il faut que les gens, quelqu'un a dit ici que sa conférence de presse à Dioncounda devait se tenir au centre. C'est vrai. Dioncounda aujourd'hui, symboliquement, moi je crois aujourd'hui, Dioncounda doit prendre même des bureaux au centre. Il faut que les gens soient présents, qu'ils travaillent, qu'ils marchent. Vous avez vu, avec la crise entre les gens, les jeunes du centre et l'aménagement, il a suffi qu'un ministre se déplace, parle aux gens et tout, et puis c'est réglé. Mais il faut que les gens soient là présents. On ne peut pas rester, tout le monde ne peut pas rester à Bamako ici, dans les hôtels, faire des conférences de presse, rencontrer les journalistes. Il faut coordonner les choses. Si je peux me permettre d'arracher la parole à Macan, il faut mieux coordonner les choses. Moi, je n'étais pas à la conférence de presse, mais j'ai suivi, parce que je n'étais pas là, mais j'ai suivi attentivement ce qui s'est passé. C'est une conférence de presse qu'on appelle une sortie ratée. Mais ça peut arriver, parce que, bon, peut-être qu'il n'a pas de communicant, ou c'est pas son job, la communication. Bon, en plus, c'est pas quelqu'un de bavard, sur le point. Mais il faut mieux coordonner les choses. Il va dire, je suis venu pour ça. Par rapport à M. Gaussou Diarra, qui est quand même le représentant du gouvernement, du Premier ministre dans la structure qui est sur le terrain. Voilà ma position par rapport au DDR de Zahabi. Je vais fonctionner. Et là, c'est un peu plus clair. Sinon, là, on n'a pas compris grand-chose de ce que le grand mathématicien a dit. Maître Konaré, la situation au niveau de la région de Mopti n'est pas aussi stable que cela. On a assisté cette semaine à des attaques à Djungani, à Gossi, et puis dans d'autres villes. Ça veut dire que le feu, il couvre toujours. Le feu, il couvre parce qu'on n'a toujours pas défini la direction qu'on veut prendre. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Est-ce qu'on veut discuter avec les terroristes? Cette question n'a pas encore été répondue officiellement. Et si on veut discuter avec les terroristes, pourquoi jusqu'à présent ce n'est pas fait? Alors donc, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut discuter avec Yad Agali, avec Amadou Koufa et même avec l'État islamique au Grand Sahara. Nous verrons ce qu'il est possible de mettre en place. S'il y a de demandes que la charia soit appliquée dans une certaine zone du territoire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je ne vois rien de mal à la charia. La laïcité qu'on a pompeusement inscrite dans notre constitution peut être réadaptée au contexte local pour ramener la paix dans notre pays. Mais tant qu'on n'aura pas choisi une direction et assumé nos choix, nous continuerons à patauger dans l'obscurité, dans l'insécurité et dans l'hypocrisie. D'accord. Et nous n'aurons jamais la paix. D'accord, oui, Alexis. Mais le vrai débat n'est pas là. C'est dit,
il y a des choses, comme je l'ai dit, qui se font, qui doivent se faire, mais qui ne doivent pas être sur la place publique. Et justement, on dirait que, poussé par l'opinion, on est en train de mettre sur la place publique ce qui ne devait pas l'être. Et je pense que c'est là l'erreur fondamentale de la démarche de Diop. D'accord. Oui, tant qu'on n'a pas un outil de défense digne de ce nom, on n'aura jamais de paix. Vous avez beau négocier avec les terroristes, des djihadistes, mais il faut une armée digne de ce nom. D'accord. Dernier thème de ce débat du dimanche. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont organisé une marche pacifique de la place de la Liberté au monument de l'indépendance. C'était l'itinéraire, une manifestation qui intervient au moment où les syndicats ont décrété 15 jours de grève allant du 20 janvier au 7 février 2020. Écoutons ici le responsable du syndicat. Un appel des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre à leurs militants pour les demander de venir battre le pavé pour montrer au gouvernement du Mali que les anciens du Mali sont mécontents, que les anciens du Mali réclament leurs droits, ils réclament l'application de l'article 39 de leur statut. Voilà, Makan connaît l'application de l'article 39. C'est une revendication, elle est vraiment claire et précise. Non, elle est très claire. Je crois qu'il n'y a pas de... Par rapport à son application, je crois que fondamentalement, les uns et les autres ne sont pas en désaccord par rapport à son application. Je crois que c'est la façon de l'appliquer qui pose un petit problème. Et je crois que par rapport à ça, il faut que les gens s'asseyent, ils parlent. Les syndicalistes veulent son application, je crois, immédiate et tout. Le gouvernement demande, je crois, sur 2 ans ou 3 ans. Moi, je crois que c'est juste ça, la pomme de discorde. Par rapport à laquelle pomme de discorde, on peut négocier. Tout est question de s'asseoir et discuter. Mais je crois que le Premier ministre a plutôt intérêt aujourd'hui à parler directement avec les syndicalistes. J'ai vu une réunion qu'il a convoquée, je crois, hier. C'était du déjà vu. Et puis ces gens, je crois, excusez-moi, ils ont tous géré cette crise scolaire. Chaque année, ils ont sauvé l'année scolaire au détriment de l'école malienne. Moi, je crois que le Premier ministre doit véritablement prendre ses responsabilités, discuter avec les syndicalistes, trouver un terrain d'entente. Les négociateurs avec lesquels ils vont difficilement trouver une solution, parce qu'ils les connaissent. Il faut sauver définitivement l'école malienne et pas l'année scolaire. Alexis Galam. Non, c'est justement ça la démarche du Premier ministre qui a fait des propositions. Il les a rencontrées plutôt. Et si vous voyez, avant les enseignants, il avait rencontré les étudiants qui ont bloqué Bamako pour dire nous voulons étudier. Donc lui, il a ces 2 priorités-là. Mais il a rencontré, quand il a rencontré les anciens, c'était vraiment avec des propositions concrètes pour l'application effectivement de l'article 39, mais tout le problème est dans la manière. Ce que le gouvernement propose n'est pas ce que les syndicats veulent. Et ils ont dit, en tout état de cause, il y a une justice à respecter. Parce que la manière dont les syndicats le veulent, si vous le faites, un enseignant du premier cycle, disent-ils, va se retrouver mieux payé qu'un enseignant du supérieur. Ça va créer encore d'autres problèmes, sans compter de l'enveloppe. Oui, maître, une loi, c'est une loi. Quand on l'adopte, il faut l'appliquer, non? Moi, je crois que le gouvernement a fait voter par l'Assemblée l'article 39 là, sans trop mesurer les conséquences. Et plus tard, il s'est rendu compte que ça coûte extrêmement cher et il veut rétropédaler. Malheureusement, c'est trop tard. L'article 39 existe bel et bien. Le statut particulier des enseignants existe bel et bien. Donc, il faut appliquer la loi. Et pour appliquer la loi, d'après ce qu'on m'a dit, ça coûte 52 milliards par an. Le gouvernement dit n'avoir pas ces moyens. Il est possible de s'entendre sur un étalement dans le temps. À mon avis, c'est pas compliqué. Vous avez vu tout à l'heure, lors de la marche, votre caméraman était excellent parce qu'il a montré les chaussures des enseignants. Les enseignants sont ceux qui sont nous sommes mieux chaussés que les enseignants qu'on a vus tout à l'heure. Ce n'est pas des chaussures qu'ils ont portées pour aller à la oui, marche. Non, mais quand tu vois le pied de quelqu'un, tu sais les chaussures qu'ils portent. Donc tu vois, donc c'est pour vous dire que ils sont quand même un peu dans leur droit. Il faut dire les choses. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont balancé récemment une sortie d'un professeur qui disait qu'en Corée du Sud, les fonctionnaires les mieux payés sont les enseignants.
Dans nos pays, c'est pas le cas. Mais on a signé une convention. Si vous signez une convention, respectez la convention. Ce qui a aggravé le cas, à un moment, je pense, et ça c'est le problème des réseaux sociaux, on a fait dire au Premier ministre qu'il a dit que les enseignants seront radiés, alors qu'il n'a jamais tenu ses propos. Je pense que ça avait mis lui sur le feu et qu'ils ont rectifié cela. Ce que lui il dit, et moi je suis d'accord avec le Premier ministre, c'est qu'il faut qu'on fasse tout pour sauver l'école. Il y en a assez de dire que dans notre pays, pour rattraper une année scolaire, on est obligé de proroger les cours sur 3 mois. Il faut que le gouvernement accepte de s'asseoir avec les enseignants. Et le gouvernement a rêvé d'une chose après le dialogue national, c'est la trêve sociale. Le président de la République l'a répété récemment dans un discours. Mais les gens ne vont pas accepter la trêve sociale comme ça. Si vous voulez une trêve sociale, il faut que le gouvernement donne l'exemple. Il devait avoir un remaniement où on devait resserrer, ce serait un gouvernement resserré, parce que ce que disent les enseignants, ils disent oui, tout le monde est d'accord avec la trêve sociale, mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est un gouvernement pléthorique, il faut réduire le nombre. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, ils sont en train de discuter, c'est plutôt serré. Je pense, de mon côté, d'après ce que je sais, qu'ils vont trouver une solution, mais qu'il faut quand même que l'année scolaire ne soit pas comme celle d'hier, celle de l'année dernière, où on est obligé de repousser de 3 mois pour tenter de sauver l'école. Il faut sauver l'école. D'un côté, régler le problème des enseignants, mais de l'autre côté, voir une chose, c'est que nous avons le devoir d'inculquer à nos enfants une éducation saine, qu'ils aillent à l'école et qu'on fasse des examens de scolaire. Oui, scolaire. Maître Condé, c'est vraiment ça l'équation, sauver l'école au lieu de vouloir sauver chaque année l'année. Il y a un mot d'ordre qui va du 20 janvier au 7 février 2020. Est-ce que ça ne va pas déjà impacter sur le cours de l'année scolaire déjà? L'année scolaire peut être menacée. Mais la démarche la meilleure consisterait toujours à respecter la loi et à ne pas prendre des lois d'opportunité, c'est-à-dire des lois destinées à apaiser une colère, mais dont on n'a pas la réelle volonté de l'application. Et il faut interpeller aussi les députés. Moi, j'ai entendu un député dans les médias dire qu'il a voté pour cette loi sans savoir ce qu'il y avait dedans parce que le gouvernement était pressé de sauver l'année. Ce sont des démarches comme ça qui aboutissent au genre de blocage qu'on connaît aujourd'hui. Il faut tenir au peuple le langage de la vérité, ne jamais céder sous la pression parce que c'est cela qui conduit toujours à des blocages demain. Oui, Alexis. Ouais. C'est dit qu'il n'y a pas refus d'appliquer la loi de la part de quelqu'un. Ce que je partage, disons, le point de vue de Maître en partie quand il dit qu'il faut éviter les lois d'opportunité. Parce que souvent, le couteau sous la gorge, on signe et c'est après qu'on fait des calculs. C'est ce qui n'est pas bon. Quand on dit non, il faut que ça reste non. Mais pour cette fois-ci, l'État a dit nous appliquons. Nous sommes d'accord, nous appliquons. Mais voici comment nous comprenons la loi. Je pense qu'à leur niveau, des deux côtés, c'est juste qu'ils ne s'entendent pas encore sur l'esprit de la loi et sur comment l'appliquer. Oui, Makan, est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance de gratitude quand même envers les enseignants, puisque que ce soit le journaliste, l'avocat, le médecin, le ministre, le Premier ministre, le président, quelque part on a tous été enseignés. Est-ce que c'est normal que depuis différents régimes, que chaque année il y ait des marches, des grèves des enseignants? Peut-être à quand un gouvernement qui vienne et puis qui va régler une bonne fois pour toutes le problème des enseignants. Ça devient récurrent au Mali. Absolument, c'est ce qu'on dit tout le temps depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs même sur ce plateau. C'est ce qu'on appelle sauver l'école malienne et pas que sauver l'année. On a l'impression que c'est une fonction... Oui, tout le temps. Mais je crois que cette fois-ci, et moi j'ai échangé avec certains, et du côté des enseignants et du côté du gouvernement. Je crois que cette fois-ci, quand les gens sont dans la logique de résoudre pour de bon cette question. D'ailleurs, cette loi, la loi, même si c'était une loi parenthèse d'opportunité, comme l'a dit, je crois que c'est une loi quand même qui permettra de mettre l'enseignant à l'abri du besoin. Maintenant, compte tenu des moyens de l'État, c'est pour cela qu'on demande un peu à ce que son application soit étalée parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais si c'est possible de le faire tout à l'heure, il faut le faire. Pour qu'il ne marche pas avec les
on ne voit pas les anciens marcher avec les vieilles chaussures comme Serge vient de Non, mais je dire. pense que les enseignants sont compréhensifs. Ils ne demandent pas tout de suite. Mais qu'il y ait plutôt peut-être un calendrier, qu'il y ait une... L'originalité n'est pas dans la matière, mais dans la manière. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'ils ont raison. Mais de l'autre côté, je répète, il faut qu'on fasse aussi tout pour que l'année ne soit pas blanche. Qu'on ne rattrape pas, que le bac malien, je dis guinéen, tu sais pourquoi, que le bac malien ne soit pas considéré comme le plus faible de l'Afrique de l'Ouest, parce que effectivement, on nous juge là-dessus. Si vous devez faire tel nombre de semaines de cours et que vous ne faites pas tel nombre de semaines de cours, votre diplôme n'est pas valable sur le plan international. Voilà. Au-delà de ça, Oui, rapidement, je voulais dire, ouais. c'est que moi, au-delà de cette histoire d'article 39 et tout, je crois qu'il faut prendre le temps de revoir le système scolaire malien dans son entité. C'est comment est-ce qu'on ouvre les écoles privées, qui est promoteur d'écoles privées, comment est-ce qu'on devient enseignant et tout. C'est important de voir, depuis 91, 92, tout le monde parle des niveaux qui baissent, mais des écoles qui fleurissent de partout, où est la place de l'État? Il faut, je crois, être regardant par rapport à ça. Je voudrais comparer deux images. Je me rappelle un ministre allemand, professeur d'université, qui démissionne du gouvernement pour retourner à l'enseignement parce qu'on lui a dit si vous ne venez pas, vous n'allez pas avancer. Et lui-même, il a dit, professeur d'université, je gagne mieux que ministre. Et récemment, en Afrique centrale, on a vu des épouses et des fils de militaires se plaindre et quelqu'un dans ses propos a dit même les enseignants sont mieux payés que nos maris. Cet aspect est choquant. Pour moi, l'enseignant, je le dis d'autant avec, disons, fierté que je suis fils d'enseignant. Moi aussi, je suis fils d'enseignant. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de métier plus noble que l'enseignement. Et il n'y a pas, vous savez, c'est l'image de l'enseignant déjà compte aux yeux des enfants. Maintenant, ça fait mal quand vous voyez les enfants parler même des enseignants qui demandent des enveloppes à leur papa. Donc, faisons tout pour mettre l'enseignant à l'abri. C'est un processus. Je pense que le Premier ministre, justement, est dans ce processus, mais ça va avec une certaine pédagogie. Et il faut que cette pédagogie soit acceptée. C'est De Gaulle que Maître aime bien citer. C'est De Gaulle qui disait que nul n'est devenu président sans les enseignants. Voilà, on va clore ce débat avec cette formule-là, espérant que les présidents de part et d'autre du continent africain entendent cet appel et qui mettent les enseignants dans leurs droits. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient M. Chekmat Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelle Libération, Serge Daniel, journaliste écrivain. 21h politique, le débat, Robert Dissa qui va traiter du thème l'esclavage par ascendance au Mali, avec comme invité Agibou Boiré, président de la CNDH, Maître Tcheoulé Amadou Diara, avocat, et puis Ben Chérif Diabaté, communicateur traditionnel à 21h, émission publique. Quant à nous, on vous retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre débat. Merci.